Désolé. La France, c'est quoi? C'est une vieille dame, mais elle est très belle, elle est somptueuse même. Et puis certains, la trouvant si belle, voudraient l'inclure dans un harem, avec un vague sultan au-dessus. Alors évidemment, cette France se révolte, elle n'est pas du tout d'accord. Alors nous sommes gouvernés, et je ne vais pas vous étonner là non plus, en vous disant que vous retrouverez dans mes propos beaucoup de ce qui a été dit précédemment, de ce qui a été dit ce matin. Le contraire aurait été, là, étonnant. Nous sommes gouvernés, malheureusement, par des admirateurs de l'étranger qui n'ont aucune vision, et j'insiste, aucune vision de la France, à part dans la fusion dans une sorte de magma européen, enfin magma, où les nations n'auront plus aucune place, plus aucune existence. Alors je note simplement qu'un tel brassage serait à la merci de toutes les violences et de toutes les ambitions conquérantes. Ça serait une conséquence logique. Alors, ces gens-là qui n'ont aucune vision ont cependant des obsessions. Et c'est la cause peut-être de la situation. Quand je dis peut-être, c'est une cause de style, c'est la certitude, c'est la cause essentielle de la situation actuelle de notre pays. Alors, il y a deux sortes d'obsessions, à mon sens. Il y a les obsessions extérieures, elles se décomposent en sous-ensembles, et puis il y a les obsessions intérieures. Et je vais aller plus loin que l'Europe. La première des obsessions, c'est l'établissement de relations toxiques, mais voulues, mais acceptées, avec un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Alors, je vais revenir un peu sur l'histoire de ce pays pour vous montrer, je pense que vous le savez, mais pour le plaisir, pour vous montrer combien ce pays a l'ambition d'être véritablement l'hégémonie mondiale du XXIe siècle. Il l'a été partiellement au XXe siècle, mais il souhaite l'être au XXIe siècle. Souvenez-vous de vos leçons d'histoire, il y a des Européens qui sont partis à l'aventure sur un bateau qui s'appelait Mayflower et qui ont fondé 13 colonies sur la côte est américaine. C'était les Pilgrim Fathers. Les Pilgrim Fathers qui étaient protestants et viscéralement hostiles à tout ce qui était gouvernement européen. Ces gens-là se sont progressivement organisés dans une caste que l'on a appelée, ou qui se sont appelés eux-mêmes, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Et ces gens-là, depuis cette époque, mènent une politique, d'abord à petite échelle, et puis de plus en plus, de manière importante, pour dominer le monde. Il y a eu d'abord l'idée que ce peuple, qui était en gestation, avait une destinée manifeste. Et ils se sont appelés le deuxième peuple élu. Vous savez qui est le premier peuple élu? Il est biblique. Mais eux avaient conscience d'être les héritiers, d'une certaine manière, de ce premier peuple élu, et donc d'être le second peuple élu. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait actuellement un soutien absolu, presque inconditionnel, entre Israël et les États-Unis. Il y a une relation intime, et vous pouvez voir que M. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, eh bien, il est de confession juive. Qu'il y a un certain nombre de penseurs, j'y reviendrai, de penseurs de la domination états-unienne qui sont de confession juive, et ce ne sont pas les moindres des nationalistes américains. Alors, le 5e président des États-Unis, qui s'appelait Monroe, a imaginé une doctrine qui a porté son nom, la doctrine de Monroe. Et cette doctrine disait que on ne voulait plus des Européens, les Américains ne voulaient plus d'Européens sur le continent, que c'était une affaire qui les concernait et que les Européens devaient le reconnaître et s'en extraire.
Ah, c'est pas tout. Bon, ça fait un vague tollé. Enfin, les États-Unis, c'était à quelques jours de bateau, c'était loin. Donc, ça n'a pas véritablement inquiété. Et au début du XXe siècle, il y avait un président qui s'appelait Roosevelt, celui-là s'appelait Théodore, qui a imaginé avec son équipe un complément à la doctrine de Monroe. Ça a été le corollaire de la doctrine de Monroe. Et là, c'était plus simplement les Amériques qui étaient concernées, mais c'était le monde entier, où le président et son équipe, dans la rédaction de ce texte, disaient qu'ils regrettaient que c'était extrêmement délicat, mais qu'ils avaient une vocation à être la police du monde. Vous vous rendez compte ? Début du XXe siècle. Et alors, évidemment, à ce moment-là, ça n'est pas passé. Ça fait un bruit assez considérable pour l'époque, mais quand même, on y est allé. On y est allé. Et cette ambition s'est marquée d'ailleurs dans le traité de paix où Wilson, qui était à l'époque le président des États-Unis, a voulu imposer un plan de paix en 14 points qui heureusement a été refusé par le Sénat américain. Et dans ce plan, la récupération de l'Alsace-Lorraine, qui avait été la cause souvenez-vous quand même, de la Première Guerre mondiale, l'objectif des Français, n'en parlez jamais, mais pensez-y toujours, eh bien, ce point arrivait en 8e position. Donc, on voyait déjà les intentions plus que sous-jacentes des États-Unis. Mais leur véritable orgueil est né, leur hubris, comme l'on dit maintenant, en reprenant un mot bien ancien, est né avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a eu... on a oublié, mais je crois que Hollywood y est pour beaucoup, que l'endoctrinement de certains y est également pour beaucoup. On a oublié que la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas les États-Unis qui l'avaient gagnée. C'était les Alliés. Et je pense qu'à côté des 300 000 morts états-uniens, les 28 millions de morts soviétiques pèse beaucoup plus lourd dans la balance. Alors, je ne suis pas pro-soviétique, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-américain, vous vous en rendez compte, mais j'aime bien voir les choses de manière objective. Et s'il n'y avait pas eu le siège de Stalingrad, s'il n'y avait pas eu l'arrivée des Russes à Berlin en premier, s'il n'y avait pas eu la division d'infanterie algérienne pour prendre le mont Cassin et permettre à l'armée Patton de remonter jusqu'à Rome, s'il n'y avait pas eu le débarquement de Provence où la majorité des combattants étaient des Français, s'il n'y avait pas eu la résistance française, la résistance italienne, voire les résistances dans les Pays-Bas, je pense que les États-Unis auraient peut-être gagné la guerre, mais beaucoup plus tard, bien plus tard. Donc, il y a eu un détournement de cette vérité au profit de ce pays. Et il y a eu un terrible moment d'irrespect de la France. Irrespect, je l'ai appris il y a quelques années, le deuxième Roosevelt, curieusement le deuxième Roosevelt, qui était un cousin du premier, le deuxième Roosevelt avait imaginé, il était très hostile à De Gaulle, il avait imaginé de partager la France, de recréer ce qu'était peut-être la Bourgogne d'autrefois, le Grand-Duché, le Duché de Bourgogne. Et il aurait mis dans cet état tampon la Belgique, le nord de la France et la Bourgogne. Alors, évidemment, c'était pas acceptable, et c'est un de nos alliés qui... J'allais oublier la Grande-Bretagne. Évidemment, la Grande-Bretagne a fait énormément pendant cette Seconde Guerre mondiale. C'est Churchill qui a dit à Roosevelt non. Alors, ce qui motivait Roosevelt, c'était son animosité à l'égard de De Gaulle. Bon, De Gaulle était envisagé comme un dictateur, ce qu'il a pu être par la suite, mais enfin, il a fait quand même beaucoup pour le pays. Alors,
cette évolution des États-Unis s'est faite, et je pense que beaucoup des intervenants de ce matin en ont parlé, et M. Asselineau en parlera tout à l'heure probablement. Ils ont imposé leur loi. Et il y a deux moyens d'imposer une loi: la monnaie, le dollar, et l'armée. Un simple constat: les Américains n'ont pas gagné une guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Aucune. En revanche, ils ont créé le chaos. Mais le chaos est propice à l'économie. Et l'armée américaine est propice à l'économie. Ils ont 800 bases dans le monde. 800 bases. Même à l'époque coloniale, ni les Britanniques, ni nous-mêmes n'avions 800 bases. Jamais. Et ils ont imposé, après les accords de Bretton Woods, bien évidemment, une monnaie qui est devenue la monnaie, qui était la monnaie nationale des États-Unis, et une monnaie internationale. Un Américain a dit aux Européens, le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Hein, c'est votre problème. Et c'est effectivement un de nos problèmes d'aujourd'hui. Donc les États-Unis ont évolué, et je crois que le départ de leur hubris, c'était la Seconde Guerre mondiale. Je passe sur un certain nombre d'aspects, évidemment, le temps m'étant limité, mais l'effondrement du mur de Berlin en 1989 et surtout la dislocation de l'URSS ont donné aux États-Unis une impression de dimension qui n'était probablement pas, qui ne correspondait probablement pas à la réalité. Alors, ils ont agi par un certain nombre de moyens pour dominer le monde, d'abord l'Union européenne, d'abord l'Europe, et puis la France en a payé les conséquences. Les États-Unis sont intervenus partout dans le monde. Et vis-à-vis de nous, ils ont eu toujours une politique extrêmement désagréable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire des porte-hélicoptères, c'était à l'époque de Hollande, où nous avions vendu à la Russie 2 porte-hélicoptères qui étaient construits, et avec une perspective de 2 autres. Eh bien, M. Hollande, sous l'influence très puissante, très manifeste des États-Unis, a rompu le contrat. Vous vous rendez compte la perte d'argent que cela a signifié pour nous? Évidemment, on a réussi à les fourguer aux Égyptiens, ce qui était un moindre mal, mais quand même, c'était pas une attitude d'un allié. Bon, il y a eu autre chose. Un des intervenants, là, un camarade, parlait des sous-marins. Les sous-marins, l'affaire des sous-marins que nous avions vendus à une puissance anglo-saxonne qui s'appelle l'Australie. Et cette puissance manipulée, évidemment, mais finalement pas trop mécontente de nous faire un coup bas, a renoncé à ce contrat pour signer un contrat avec les États-Unis de sous-marins nucléaires, alors que nous, c'était des sous-marins classiques, mais qui auraient été livrés beaucoup plus tôt que ne le seront les sous-marins nucléaires anglo-américains. Il y a eu simultanément la création de l'AUKUS, cette association des pays anglo-saxons dans l'Asie-Pacifique. Et puis, il y a ce chantage à la vente de matériel militaire à la Pologne. Il y a également l'appui à l'Allemagne pour saboter notre industrie de défense. Tout ça, c'est Washington qui est derrière tout ça. Et puis, il y a dans les moyens d'action de ce pays à notre égard, le terme est mal choisi, je suis désolé, contre nous, c'est les fonds de pension. Ça représente des sommes colossales. Vous avez entendu de BlackRock et Vanguard qui agitent McKinsey. McKinsey que le président actuel a utilisé, ou il a tenté de faire appel à cette organisation pour des enquêtes, etc. Je rappelle que ces enquêtes, c'est comme
C'est comme toute enquête sur les finances, ça permet d'obtenir des renseignements. Hein. Il y a eu aussi, après la guerre, un moyen de nous asservir, et c'est le terme, c'est la politique culturelle. Alors quand on parle de culture, en France, on dresse les oreilles. Mais on n'a jamais fait grand-chose pour défendre véritablement notre culture. Il y a eu, après la guerre, un accord passé entre le président du Conseil de l'époque, Léon Blum, et le secrétaire d'État états-unien, James Burns, pour effacer les dettes de la Première Guerre mondiale et pour que la France bénéficie d'un emprunt. Mais simultanément, alors que l'industrie cinématographique française était florissante, qu'elle donnait au monde l'exemple de ce qu'il fallait faire en matière cinématographique, en matière culturelle, cet accord qui faisait la part belle aux États-Unis a amené pour l'année 1947 340 films américains, alors qu'il n'y en avait pas un an auparavant, contre seulement 40 Français. 40 Français. Alors grâce au cinéma américain, plus rien n'empêchait la puissance d'Hollywood de façonner les esprits français et de diffuser ce que les Américains eux-mêmes ont appelé l'American Way of Life. Hein. Et évidemment, toute la propagande qui s'en est suivie. Mais les outils, eh bien les outils, c'est la CIA, hein. Ce sont les ONG qui n'ont de nom gouvernemental que le nom. Elles sont toutes dépendantes, ou en tout cas terriblement liées, au gouvernement des États-Unis. Et elles œuvrent partout dans le monde. Il y a le Peace Corps qui a été créé par Kennedy. Il y a les lois extraterritoriales. Hein, les lois extraterritoriales, évidemment, s'ajoute le rôle international du dollar et cette armée qui mène la politique du gros bâton, le big stick, comme cela avait été dit au début du siècle précédent. Donc, simultanément, les États-Unis mettaient en œuvre une organisation que vous connaissez bien, puisqu'elle est en train de faire son œuvre actuellement. Son œuvre, je mets évidemment le mot entre guillemets, en Ukraine. L'Ukraine qui ne faisait pas partie de l'Alliance Atlantique d'ailleurs. Hein. Et c'est ce que j'appelle l'obsession otanienne de nos gouvernants. L'obsession otanienne, qui est fille de l'obsession états-unienne, de cette admiration béate que certains portent aux États-Unis. Le premier des trois petits présidents, je les appelle ainsi, Monsieur Sarkozy, nous a réintégrés dans ce dispositif. Nous avions passé 44 ans à l'extérieur. 44 ans. Et le général de Richouf et moi-même avons servi à cette époque. Et ma foi, on s'en est pas mal tiré, n'est-ce pas? Hein, on a fait on a mené pas mal d'opérations extérieures sans l'appui des alliés. Et quand on avait besoin d'avions, on les demandait, y compris aux Ukrainiens d'abord, d'ailleurs. Hein. Donc on a cette obsession otanienne qui est fille de la précédente. Alors pourquoi le président Sarkozy nous a remis là-dedans? Eh bien, c'était une évolution. Je pense qu'en 1995, le président Chirac avait lui-même imaginé la réintégration de la France dans l'OTAN. Mais pour lui, c'était tout autre chose que ce qui s'est fait. Lui imaginait un pilier européen de l'OTAN et un pilier atlantique avec le Canada et les États-Unis. Et ce pilier européen, naturellement, aurait été dirigé par la France. C'est encore un patriote, Chirac. Hein. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Il aurait fallu l'alliance de l'Allemagne, le soutien de l'Allemagne. Mais ce matin, vous avez entendu ce que l'on a dit de l'Allemagne. C'est vrai que c'est un faux ami, l'Allemagne. C'est un faux ami.
Donc, c'est M. Sarkozy qui nous a réintégrés. Et l'OTAN, dont les Américains avaient déjà imaginé l'avenir, l'OTAN, c'est une organisation qui a été créée en 49, oui, et le pacte de Varsovie en 55, donc plus tard. Donc les Américains voulaient, par le biais de l'OTAN, avoir la main mise sur la défense de l'Union européenne, qui complétait le dollar, qui complétait tout ce que l'on peut imaginer pour dominer l'Europe. Et donc l'OTAN est devenue une alliance non plus défensive, puisque les textes, les statuts déterminent les modalités d'action, et l'OTAN ne peut théoriquement intervenir que si un de ses membres est agressé. C'est l'article 5. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'on est allé faire en Irak? Qu'est-ce qu'on est allé faire en ex-Yougoslavie? Qu'est-ce qu'on est allé faire en Ukraine? Ne serait-ce qu'en Ukraine aujourd'hui. Personne n'est menacé parmi les membres de l'Alliance Atlantique. Alors, je crois qu'il y a eu là une invraisemblable erreur d'analyse de la part de nos gouvernants, ou alors une volonté délibérée de nous soumettre à ce pays. Parce que l'Union européenne n'est finalement que l'intermédiaire entre les États-Unis et nous. Certains, les anglicistes diraient proxy. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, dans ce cadre-là, nous, soldats, le savons bien, quid de notre dissuasion nucléaire? La dissuasion nucléaire ne fonctionne que si nous sommes souverains, que si nous sommes indépendants. Le chef de l'État doit être le seul à pouvoir appuyer sur le bouton, comme l'on dit trivialement, et il n'a pas à demander l'avis de la chancelière allemande ou du chancelier allemand, du responsable polonais ou à plus forte raison des États-Unis. Je fais une parenthèse, l'OTAN est obligatoirement commandée par un officier général américain. De quel droit? Ils sont meilleurs que nous? Ben non, il me semble, mes chers camarades, que nous sommes au moins aussi compétents que les officiers venus de l'autre côté de l'Atlantique. Je voudrais maintenant dire deux mots sur l'origine de cette action des États-Unis. Eh bien, il y a des textes, et puis il y a surtout des gens. Il y a un certain nombre de personnes qui ont imaginé la politique des États-Unis. On vous en a cité un ce matin, il y a Henry Kissinger, il y a Paul Wolfowitz, il y a qui est le rédacteur du Grand Échiquier. Dans le Grand Échiquier, il est dit un certain nombre de choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête si il les lisait de tous les Français normalement constitués. C'est un peu le Mein Kampf des États-Unis. Sa théorie exposée dans ses ouvrages se fonde sur l'idée que l'amélioration du monde, rien que ça, et sa stabilité dépendent du maintien de l'hégémonie des États-Unis. Ah oui. Toute puissance concurrente devrait dès lors être considérée comme une menace pour la stabilité mondiale et évidemment pour les États-Unis. Alors c'est là qu'on peut se dire, mais ce peuple-là a une démesure, c'est incroyable. Il réussit à obtenir ce qu'il veut grâce aux outils que j'ai évoqués. Et la dernière aventure, qui sera peut-être leur dernière, ou en tout cas la dernière de l'OTAN, c'est l'Ukraine. Si vous permettez,
vous permettez ou vous ne permettez pas, je vais en parler, hein. C'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une affaire qui est de longue haleine. Elle a débuté en 2013. Et pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis avaient imaginé que la Russie était grosso modo le successeur de l'URSS, ce qu'elle est en partie d'ailleurs, mais qu'elle était un obstacle face à l'ennemi de demain, qui est l'ennemi chinois. L'ennemi chinois, évidemment, c'est l'Asie-Pacifique, et c'est autour de Taïwan, autour de la querelle actuelle à propos de l'indépendance ou non de Taïwan. Et pour bien cerner la Chine, il aurait fallu, dans l'idée des États-Unis, contrôler le nord de cet ensemble immense que représente la Chine, la Mongolie, etc. Et pour ce faire, il fallait vaincre la Russie, militairement, la disloquer, entre une partie allant jusqu'à l'Oural, ça vous rappelle quelque chose, de l'Atlantique à l'Oural, une partie qui aurait pu s'intégrer dans une Union européenne soumise, et 2 ou 3 parties en Extrême-Orient et en Sibérie qui auraient été des protectorats américains. Et là, regardez, imaginez la carte, il n'y en a pas, mais enfin, imaginez, hein, vous avez la Chine qui est cernée par les États-Unis. Leur hubris était allé jusque-là. Manque de bol pour eux, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Alors dans un premier temps, oui, évidemment, hein, évidemment. Les Ukrainiens, croyant bien faire, ont bombardé leurs compatriotes du Donbass, hein, 14 000 morts, pas rien. C'était le même pays, hein, c'était le même pays. Et les Russes sont tombés dans le panneau au bout d'un moment. D'autant plus que l'Ukraine avait manifesté son intention de rejoindre l'OTAN. Là aussi, quand on regarde les cartes, l'Ukraine passant dans l'OTAN, frontière directe avec la Biélorussie et avec la Russie de l'OTAN. Admissible ou pas? Si mettez-vous à la place des Russes, non. Il vaut mieux tenir ses ennemis le plus loin possible et essayer de garder ses amis le plus près dans ce type d'affaires. Donc les Russes sont intervenus, ils ont récupéré la Crimée, et puis après ils sont intervenus dans le Donbass. Alors un petit mot sur la Crimée. Nous autres Français, comme les Britanniques d'ailleurs, nous connaissons bien cette région. Historiquement, nous nous sommes battus là. Hein, il y a un quartier qui s'appelle Malakoff, ça doit vous parler, un redoute de Malakoff. Et puis la Crimée, on est allé se battre contre les troupes du Tsar. C'était bien un Tsar qui était patron en Crimée. Et avant, c'était l'Empire ottoman. Et pourquoi? Parce que le Tsar voulait poursuivre et mettre la main sur les détroits. Ce que nous ne voulions pas. Donc on s'est battu contre eux. Bon, l'affaire est close. Et on en revient à la récupération de la Crimée par la Russie d'aujourd'hui, ce qui, somme toute, était légitime, d'autant plus que la Crimée était peuplée de Russes et le Donbass peuplé de Russes et de russophones. Bon, et vous remarquerez que la Russie, qui aurait très bien pu au début, elle l'a fait, mais personne, aucun commentateur n'y a fait allusion, au début de ce conflit, la Russie a menacé Kiev. Elle a très bien pu prendre Kiev, très bien pu aller jusqu'au bout. Elle n'a pas voulu. Parce que ça n'était pas son intention, c'était une opération militaire spéciale, hein, c'est-à-dire que légalement, ça n'est pas une guerre pour eux, et ils n'avaient pas l'intention d'envahir l'Ukraine, qui leur doit l'indépendance, il faut le rappeler ça aussi. L'Ukraine n'a jamais été indépendante, sauf pendant quelques années, depuis Kiev, depuis le Grand-Duché de Kiev, où les deux entités ont été créées et non séparées au début. Donc ça fait, vous vous rendez compte, ça fait 500 ans que l'Ukraine et la Russie étaient intimement liées. Donc avec la dislocation de l'URSS, c'est évident que Moscou n'avait plus les moyens d'assurer la sécurité de l'ensemble et a donné l'indépendance à l'Ukraine. Elle n'allait pas revenir là-dessus.
Elle allait simplement modifier les frontières parce qu'elle avait été provoquée par l'Ukraine, mais surtout par l'OTAN. Alors, je voudrais dire que sur cette affaire, évidemment, on a beaucoup glosé et que nos médias ont été uniquement d'un bord. Ils n'ont jamais cherché à avoir la vision objective, la vision que normalement un analyste doit avoir. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Dans ces obsessions extérieures, l'OTAN c'est devenu un outil d'ingérence, un outil de domination à la main des États-Unis. Et nous sommes là des armées vassales. Si bien que nous n'avons, pour ainsi dire, plus d'autonomie. Je ferai une petite digression sur l'Afrique. Le continent africain m'intéresse beaucoup. Quand nous sommes intervenus à Barkhane, nous l'avons fait parce que le gouvernement avait fait appel à nous. Et on a été très vite embarrassés. Vous vous rendez compte, la France, qui fait comme avant, elle intervient seule. Donc on a imaginé faire intervenir les Européens, qui n'avaient pas envie d'intervenir d'ailleurs, mais il fallait maquiller notre intervention d'une certaine européanité. C'était une absurdité, évidemment. Les Européens ne savent pas se battre, et ils n'ont pas l'intention de se battre. Et là, je confirme ce qui a été dit sur l'annihilation de l'esprit de défense et de l'esprit citoyen dans la plupart des pays européens, sauf le nôtre, bien évidemment. Évidemment. Il y a quand même une chose qui est étrange, c'est que je vous ai parlé d'un président, mais les trois autres aussi. C'est-à-dire que les États-Unis forment leurs alliés, forment les responsables de leurs alliés. Il y a, vous en avez entendu parler évidemment, un certain nombre d'organismes qui dépendent des États-Unis ou qui ont été instaurés par eux. Je pense à un d'entre eux, c'est la fondation Young Leaders, dans laquelle sont passés, comme par hasard, les trois présidents que je viens d'évoquer. Donc le but est chaque année de recevoir une douzaine de jeunes politiciens européens prometteurs avec des élites américaines de même tranche d'âge. Voilà, bon, vous les connaissez. À l'étranger, vous avez Mario Draghi, vous avez Manuel Barroso, enfin vous avez un certain nombre d'autres. Alors, je vous ai parlé du grand échiquier. Il y a un plan qui a été rédigé dans les années 90 qui s'appelle un projet pour un siècle nouveau américain. Alors je peux vous le dire en anglo-saxon pour vous montrer que je ne suis pas systématiquement hostile. Project for the New American Century. Bon, et il est paru en 97 et il a été revu en 2006. Et il était tellement agressif à l'égard de l'étranger que le président a demandé de le reprendre. Et c'est Colin Powell et puis Dick Cheney, qui n'étaient pas des prototypes des parangons de modération, qui l'ont à nouveau rédigé. Ça n'a changé rien du tout. Et il y a eu aussi d'autres analystes terriblement nationalistes, expansionnistes. J'en cite quelques-uns. Il y a Kristol, Robert Kagan, Dick Cheney. Et puis Robert Kagan, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez peut-être sa femme, Victoria Nuland. Voilà, donc voilà, c'est le même genre, en homme. Oui, désolé, je ne suis pas genré, je parle d'hommes et de femmes. Voilà. Dans les obsessions extérieures, il y a évidemment ce dont nous avons longuement parlé ce matin, l'obsession européenne. C'est une obsession, c'est un endoctrinement. Bon, alors, dès le début, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je pense que vous avez mémorisé. Dès le début, il y a eu des trahisons. Il y a un homme particulièrement vénéré, deux hommes particulièrement vénérés, qui sont considérés comme les promoteurs de l'Union européenne en France,
dans les pays de l'ancien marché commun, c'est Jean Monnet et Robert Schuman. Alors, Jean Monnet, c'était un Américain, il ne faut pas se leurrer. C'était un type qui servait les États-Unis et qui avait pour vocation il était hostile à la France. Et d'ailleurs, je pourrais en parler un peu plus loin, mais je préfère en parler tout de suite. Quand pendant la guerre, alors qu'il était aux États-Unis, il aurait mieux fait d'être à Londres avec le général de Gaulle, mais enfin, il a été un anti-gaulliste depuis le départ. Il a écrit qu'il fallait, je cite, détruire le général de Gaulle dans une lettre au secrétaire d'État américain. Détruire, c'est le terme. Vous vous rendez compte? Bon, ça fait un peu beaucoup, non? Alors ces gens-là, et Robert Schuman, lui, il a passé la guerre dans les monastères. Et certains voudraient en faire un saint. Enfin bon, c'est comme ça. Ces gens-là s'appuyaient sur une idée qui avait été émise en 1921 par un personnage qui a créé le mouvement Pan-Europa, qui est à l'origine d'ailleurs de l'hymne à la joie. C'est pas lui qui l'a écrit, mais qui en a fait une sorte d'hymne européen. C'est Monsieur Koudenov-Kalergi, et qui, c'était un métis autrichien-japonais. Un curieux mélange, mais enfin c'était un Européen. Et cet homme-là était un partisan convaincu de l'abolition des frontières et du mélange des nations. Oui, la lettre de Monnet, c'était à Harry Hopkins. Donc, voilà. Et toutes sortes de mouvements vont conforter cette légitimité ou cette idée de légitimité de la domination américaine. Il y a le forum de Davos. Ça, vous en avez parlé. C'est Klaus Schwab qui en est l'animateur. Il y a la trilatérale qui a été faite à l'initiative du groupe Bilderberg. Bilderberg, c'est ancien, et Bilderberg, c'est le nom d'un hôtel où s'est réuni pour la première fois un panel de personnages de très haut niveau, essentiellement états-uniens et européens bien orientés. Et puis, il y a le Council of Foreign Relations, qui est un vieil organisme qui prévoit la domination des États-Unis. Et je dis vieil organisme parce qu'il est de 1921. Bon. Et puis, il y a quelques outils aussi. Quelques outils, on ne s'en rend pas compte, mais les GAFAM, les Elon Musk et consorts, tous ces gens-là ne sont pas des réussites. Enfin, ils sont présentés comme des réussites individuelles pour la communauté internationale. Mais ce sont des gens qui sont pleinement au service du gouvernement américain. Il y a, par exemple, pour Elon Musk, un accord avec la NASA. Et tout ce qu'ils font, c'est... on ne peut pas leur reprocher, si on est américain, on ne peut que s'en satisfaire. Mais moi, en tant que citoyen français, ça ne me plaît pas trop de voir ça. Évidemment. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Il y a des agents en Europe, dont le principal est Madame Ursula von der Leyen, qui ne doit son nom germanique qu'à son mari. Elle appartient à la famille Larsson, qui est une famille américaine du Sud, qui a fait sa fortune dans... vous voyez bien dans quoi, Donc, il faut raison garder avec cette dame. Tant plus que son mari est un des patrons d'une... il est directeur médical d'Orgenis, c'est un laboratoire américain. Comment voulez-vous que cette dame d'origine américaine, avec un mari qui travaille aux États-Unis, serve des intérêts qui ne soient pas, indirectement au moins, des intérêts américains? Voilà. Donc, il y a
dans ce qui se passe et ce qui vous a été développé ce matin une volonté d'affaissement de l'intelligence des citoyens dans les différents pays européens, de l'intelligence et de la culture. Et je crois qu'il y a un personnage, enfin un ancien professeur, un professeur émérite du MIT, qui a particulièrement bien décrit l'affaire, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky a dit tout ce qu'il fallait faire pour abrutir les peuples. Je ne vais pas tout vous citer, mais par exemple, il faut jouer sur le registre de l'émotion à la télévision, le matraquage médiatique, la distraction, on valorise les jeux, on fait croire à un individu qu'il est seul responsable de ses malheurs. Souvenez-vous, vous n'avez pas de travail, traversez la rue. Hein? Traversez la rue. Alors tout ça, c'est tout ce que nous vivons là, tout ce que l'Union européenne subit, c'était dans le traité initial, le traité de Rome, qui a été rendu officiel le 1er janvier 1958, et qui prévoyait déjà une union sans cesse plus étroite. Je suis persuadé que si le général de Gaulle avait été au pouvoir à ce moment-là, s'il n'avait pas été soucieux de la situation interne de la France, et si il y avait le problème algérien à l'époque, hein, s'il avait été parfaitement au courant de ce qui se tramait dans ce traité, il n'aurait jamais été signé en l'état. Jamais. Parce que tout ce qui se passe est dans le traité de Rome. Tout ce qui se passe est dans le traité de Rome. Bon, après, je vais passer toute l'évolution, vous la connaissez. Hein. On aboutit au traité de Lisbonne en 2007, de manière éhontée, bien sûr, avec en intermédiaire Maastricht et Schengen, avec la libre circulation des capitaux et des personnes, et on voit ce que c'est. Voilà. Alors, j'ai été assez bref sur ces questions extérieures, mais je voulais vous donner quelques flashs pour vous montrer que États-Unis, Union européenne, même combat. Derrière les États-Unis, c'est la caste WASP qui a ses relais dans la finance internationale et dans la politique des différents pays alliés, dont le nôtre. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est un simple constat. Alors, à ces obsessions extérieures qui occultent l'esprit de nos dirigeants, qui se sont constitués d'ailleurs, comme cela a été dit, en une classe, une oligarchie, avec une reproduction, une sorte d'endogamie, et pour cause, et un basculement des administratifs sur le politique, ce qui fait qu'on n'a pas de vision politique, on a simplement des fonctionnaires qui gèrent, des technocrates qui gèrent. Alors, à ces obsessions extérieures s'ajoutent des obsessions intérieures. C'est la deuxième partie de mon propos. Bon, quand j'étais gamin, je vivais au Maroc, puis après en Algérie, mais enfin, j'ai passé mon enfance dans ce pays que j'aime beaucoup et qui, à l'époque, était un protectorat français. Et je me suis penché sur l'histoire de Lyautey, un grand homme qui avait vu l'indépendance du Maroc et qui avait la future et qui avait dit qu'il fallait tout faire pour que le Maroc, les Marocains restent nos amis. Ce qu'ils sont restés. Nous sommes intervenus en Afrique un certain nombre de fois avec les Marocains à côté. Mais le Maroc de cette époque, il y avait un souverain, on l'appelait sultan à l'époque, c'était le sultan, maintenant on appelle roi. Un sultan du Maroc avait son marzem, il avait son gouvernement, il avait son administration, enfin une administration. Mais les affaires étrangères, c'était la France. Les finances, c'était la France. La défense, c'était la France. Les soldats marocains,
était dans des régiments de tirailleurs marocains et défilait derrière un drapeau français. Et ils se battaient bien d'ailleurs, ils se sont bien battus pendant les deux guerres mondiales et puis pendant les guerres de décolonisation. Mais le Maroc, il n'était pas représenté à l'international, c'était la France qui parlait au nom de son empire. Et donc le Maroc n'était pas souverain. Faites la comparaison avec ce que nous connaissons, nous autres Français, aujourd'hui. Nous n'avons plus de monnaie. Les références politiques, c'est pas nous. Le droit, M. Asselineau pourrait en parler longuement, le droit, il est chapeauté par le droit européen. Nous appliquons des lois extraterritoriales des États-Unis qui foutent des amendes à nos entreprises, à nos banques, etc., colossales, sans que nous ayons le moindre moyen de rétorsion. Hein, et nous sommes soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour européenne Cour de justice européenne, et nos parlements n'ont pratiquement plus le moyen de dire quoi que ce soit. Ils sont soumis. Et nos gouvernants se dédouanent en disant « Ah ben c'est l'Europe ». Donc nous sommes dans un état de soumission, comme l'était le Maroc. Et le Maroc qui était respecté par le protecteur. Là, nous ne sommes même plus respectés par le pseudo-protecteur. Alors, je ne vais pas revenir, j'avais prévu de vous parler des avantages d'une monnaie nationale, mais un camarade ce matin en a parlé. Il est évident qu'il faut retrouver sa monnaie. C'est une monnaie, c'est le reflet d'une économie, c'est le reflet aussi d'une mentalité, d'une attitude. Hein. Et avec une monnaie, quand la monnaie est aux ordres du gouvernement, bon, on peut l'adapter à la situation, ce qui n'est pas le cas de l'euro, qui est le marque. Hein. Ne nous leurrons pas, l'euro c'est le marque. Et quand vous aviez eu tous ces graphiques ce matin, vous avez pu le constater, nous sommes soumis à la monnaie allemande. Et donc nous sommes soumis à l'économie allemande et à la finance WASP, la finance internationale à laquelle je faisais allusion ce matin. Il y a quelque chose, à mon avis, dans cette obsession intérieure, c'est aussi l'abandon de la culture, l'abandon de la langue. J'ai vu récemment qu'on avait créé un parquet européen, donc on pratique le droit. Hein, et le droit, c'est quelque chose, s'il y a quelque chose de français, c'est bien le droit. Où la seule langue, c'est l'anglais. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Et nos dirigeants n'ont strictement rien dit. On efface tout ce qui relève de la France. Est-ce que vous avez, je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu parler des Jeux de la francophonie? Qui a entendu parler des Jeux de la francophonie? Ah, allez non, c'est la majorité, hein. C'est l'immense majorité. Non, bah, les Jeux de la francophonie qui ont eu lieu cette année à Kinshasa, qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Le monde francophone, évidemment, mais aussi à l'extérieur, dans tous les pays africains, dans tous les pays d'Amérique latine. En France, que dalle. Que dalle de chez que dalle. C'est quand même incroyable. Quand même incroyable. Alors que là, c'est quelque chose qui valorisait la francophonie, la langue française. Et savez-vous aussi que l'Organisation internationale de la francophonie, elle est présidée par une anglophone, une Rwandaise. Enfin, une Rwandaise. Venue de chez Museveni, là, de l'Ouganda, à côté. Bon, elle parle un peu le français, heureusement, mais quand même, c'est une anglophone. Vous vous rendez compte? Bon, il y a quand même des gens de qualité dans les pays francophones. Alors, j'ai un ami, Monsieur Zouari, qui est un analyste compétent de tout ce qui concerne la francophonie. Il me disait, les francophones sont 550 millions. Et non pas 250 ou 300 millions, comme on ose le dire. Et il exclut
de ses calculs le Liban, un pays comme le Liban que l'on dit francophone. Il exclut les pays où l'on ne peut pas se débrouiller en français et qui ont rejoint la francophonie. C'est quand même extraordinaire avec cet outil que nous ne le défendions pas, que nos responsables politiques refusent de le défendre. Il y a une obsession aussi qui va vous parler, c'est l'obsession laïcarde. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire, cette volonté de faire appliquer la laïcité à une population qui ne peut pas la reconnaître parce que la laïcité, dans sa structure sociale, structure mentale, n'existe pas. La laïcité, c'est une affaire française. C'est vieux comme mes robes. Enfin, bon, bref. C'est vieux comme les rois. Les rois de France ont toujours cherché à mettre l'Église au pas. Bon, je vais faire un peu d'histoire. Philippe IV le Bel, a fait aux pattes les Templiers, et il a malmené le clergé. Et puis, comme le pape l'emmerdait, il a dit « tu viendras à Avignon ». Voilà. Aux ordres. Ça, c'était pas mal. Et puis, c'était la naissance de ce que l'on a appelé le gallicanisme. Et le gallicanisme, c'est l'origine de la laïcité. Donc, c'est pas la loi de 1905. C'est l'origine de la laïcité. Il y a eu après un autre roi. On ne parle de lui que parce qu'il a été aidé par une sainte, c'est Charles VII. Charles VII, le bien servi d'ailleurs, bien servi. Ça a été la pragmatique sanction de Bourges qui a entraîné le relâchement des relations entre l'État et l'Église, enfin l'Église de Rome. Il a décidé que désormais, les évêques, c'était au bon vouloir du souverain. C'était lui qui désignerait les évêques. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui la laïcité. Alors, en revanche, l'islam, je passe sur l'arrivée de l'islam en France. Quand on a signé les lois sur la laïcité, je dis les lois parce que nos hommes politiques nous parlent toujours, nous rebattent les oreilles avec la loi de 1905. La loi de 1905, effectivement, ça a été brutal. Elle a été votée à une voix de majorité. Il y avait une commission qui était dirigée par Ferdinand Buisson et Aristide Briand en était le secrétaire, le rapporteur. Tous les deux étaient croyants. L'un était protestant, l'autre était catholique. Briand, ça c'est pour l'anecdote, était l'amant de la princesse Bonaparte, et il fera élire Deschanel, le président Deschanel, contre Clémenceau, avec l'appui qu'il avait sollicité de Rome, du Vatican. Donc vous voyez, c'est pas aussi net qu'on nous l'a fait croire. Bien sûr, il y a eu le problème du décompte des biens de l'Église, etc., etc. Et il y a eu cette rupture. Mais comme on s'est aperçu que ça allait trop loin, il y a eu deux autres lois. La loi de 1907, la loi de 1908, et brochant sur le tout, la loi de 1920. Ces lois ont amené à un amendement de la loi de 1905 et ont abouti à une reconnaissance des qualités de l'Église, puisque elle était régie non pas comme une association banale, une association de la loi de 1905, l'Église de France bien sûr, mais sous la forme d'association diocésaine, c'est-à-dire une exception. Et qui plus est, l'État a créé des mutualités ecclésiastiques. Vous vous rendez compte? Donc on est loin de ce que l'on nous raconte. La laïcité, c'est pas l'athéisme, c'est pas le désintérêt de l'État pour la religion. Et in fine, si je devais résumer
ces lois, elles ont abouti à quoi? Elles ont abouti à un partage de responsabilités. L'État s'occupe du citoyen, l'Église ne s'en mêle pas. L'Église s'occupe de l'âme du citoyen, et l'État ne s'en mêle pas, mais il y a des ponts entre les deux. C'est pour ça que le président de la République est toujours coprince des Vallées d'Andorre, qui sont catholiques. Il est chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, il est chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Maurienne et d'un certain nombre d'autres entités catholiques. Donc il n'y a pas cette séparation que l'on veut bien dire, enfin sous cette forme, sous la forme d'une rupture et d'un athéisme, il y a un partage de responsabilités. Mais l'islam dans tout ça, l'islam à l'époque c'était la religion des colonies, enfin de certaines colonies, pas de toutes. Donc c'était regardé avec condescendance et bon, on n'a pas fait appel à l'islam. Et d'ailleurs ça aurait été impossible. Impossible pourquoi? Tout simplement parce que l'islam ne reconnaît pas de loi autre que celle issue de la charia, du Coran. La charia n'étant qu'un extrait du Coran et un système juridique. Et l'organisation de la conférence islamique, qui regroupe 57 États parmi les 193 représentés à l'ONU, 57 États imposent un droit particulier aux musulmans. C'est-à-dire que ces 57 États ne reconnaissent pas les droits de l'homme comme nous les reconnaissons. Le musulman est un homme soumis à la communauté et ne peut que difficilement s'en échapper. Vous savez que si un musulman cherche à se convertir à une religion chrétienne ou à la libre pensée, il est considéré comme apostat et dans les textes il peut toujours être lui faire haïfik, le tuer n'importe qui bon ça se pratique plus, ou très rarement ou très exceptionnellement, mais il n'empêche que les textes sont toujours là. Alors l'individu est soumis à une communauté où chacun surveille chacun. C'est pour ça qu'il est très difficile de s'en sortir. Et j'admire ceux qui réussissent à s'en sortir. Alors à cela, je passe sur l'islam, mais c'est une obsession et il va falloir que nous résolvions le problème de la juxtaposition d'une communauté française et d'une communauté islamique, qui ne veut pas ou ne peut pas s'intégrer. Alors, je crois que il y a d'autres obsessions, comme les obsessions égalitaristes, les obsessions humanoïstes. Et je crois surtout que nous avons des gens qui nous gouvernent, qui sont obsédés par ces suggestions et dont nous ne pourrons pas nous en sortir si nous n'arrivons pas à les faire sortir de leurs obsessions. Je crois aussi qu'ils n'ont pas de vision de la dimension de la France. Tout à l'heure, on parlait de l'outre-mer. L'outre-mer fait de la France la première puissance maritime au monde. Nous avons 11 millions de kilomètres carrés et c'est là-dessous, sous ces océans, que se trouve la richesse du monde à venir. C'est ce que nous allons faire. Et je vous remercie. Nous ne sommes pas avec des gouvernements pareils, très exploités. J'avais proposé lors des élections présidentielles un certain nombre de candidats à la création d'un CNEMO, Centre national d'exploitation des mers et océans, par allusion évidemment au capitaine du Nautilus. Oui, ils m'ont dit « Ah oui, c'est très bien ». Sauf M. Asselineau, je ne lui avais pas présenté à l'époque. Mais enfin bon, puis les fondations de puissance, c'est pas un PIB, c'est un tout. C'est un tout, c'est une volonté, c'est une dimension territoriale, certes, mais c'est aussi une ambition. Pourquoi s'intéresser à l'Afrique? J'avais à l'époque une conférence sur l'Afrique où je disais berceau de l'humanité et avenir du monde. Vous savez, un pays comme la Guinée-Conakry, c'est un scandale géologique. La RDC,
que mon camarade a bien connu à un moment, la RDC, c'est aussi un scandale géologique. C'est bien pour ça que les Américains, je pourrais en parler pendant une heure, via le Rwanda, sont en train d'agiter les Kivu, la partie orientale de cette république. Et ça, mes chers amis, c'est dommageable. C'est dommageable. La France-Afrique, c'était pas un mauvais terme, c'était pas une mauvaise expression, c'était une relation amicale que nous avons totalement perdue. Et je rappellerai pour conclure que la France-Afrique, c'était pas de nous, c'était pas une expression créée par le gouvernement français ou par les militaires ou par les hauts fonctionnaires français, c'était Houphouët-Boigny qui en avait parlé. Houphouët-Boigny, le président ivoirien. Et il voulait une relation intime avec la France, et c'est ce que nous aurions dû continuer à avoir. Alors, pour conclure, si nous arrivons à briser ces obsessions extérieures et obsessions intérieures, il est évident qu'un pays qui a 1500 ans d'histoire renaîtra. Il renaîtra, mais il faut qu'il y ait un ferment qui aide à cette renaissance. Et vous voyez ce qu'il faut faire déjà. Depuis ce matin, on ne cesse d'en parler. Et il faudra le faire le plus rapidement possible. Et puis, surtout, arrêter toutes les intox diverses et puis reprendre en main un certain nombre de choses, dont la politique et dans le système politique, la façon d'éduquer les Français. Voilà, mon cher collègue.